Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Overtime en ce mardi, exceptionnellement un mardi. Évidemment, avec le lundi de Pâques hier, on a pris un petit congé d'Overtime. On voulait vous avoir frais et dispo aujourd'hui et surtout avec peut-être tous les résultats en main de la deuxième ronde de playoffs. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on va discuter toute l'heure avec Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Jonathan, bonjour à tous. Jérôme, les deux demi-finales, on dirait que ça fait déjà une éternité qu'ils ne jouent plus, mais on va revenir quand même sur ces deux demi-finales qui ont été assez expéditives. Et la série de barrages qu'on a vécue hier, un maintien d'Ajoie, finalement, après avoir perdu 0-2 les deux premières rencontres. Un revirement de situation dans cette série. On va avoir le temps d'en discuter. Salutations à tous dans le chat. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions au cours de la prochaine heure. L'émission d'aujourd'hui sera évidemment disponible sur nos différentes plateformes à la fin de l'émission sur Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Facebook. Donc, vous ne pouvez pas nous manquer. Et pour célébrer le maintien du HC Ajoie aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit cadeau dans cette émission. Un magnifique cadeau. J'ai avec moi le maillot brodé du HC Ajoie et surtout du marqueur du but vainqueur dans cet acte 6 qui a permis au HC Ajoie de se maintenir en National League. Et ce magnifique maillot du Québécois Jérôme Gauthier-Leduc est à gagner. Dans cette émission, on va faire le tirage après l'émission. Et la question, elle est bien simple. Je vais la répéter quelques fois quand même au cours de l'émission pour ceux qui vont se joindre un peu plus tard. La question, elle est bien simple. On veut le nombre de victoires en temps réglementaire, en saison régulière seulement. Donc, au cours des 52 matchs à saison régulière, le nombre de victoires en temps réglementaire du HC Ajoie cette saison. Voilà. Donc, on veut une réponse entre 0 et 52. T'es généreux. Mais c'est entre 0 et 52. T'as raison. J'ai donné un indice. C'est sympa, non? On peut quand même réduire le gap. Hein? On était loin des 52 victoires, soyons honnêtes. Mais voilà, donc il y a déjà des réponses plutôt qui commencent à entrer. Donc, on va faire le tirage après l'émission de ce magnifique maillot de Jérôme Gauthier-Leduc pour célébrer ce maintien en National League. Justement, Jérôme, on ne tardera pas plus et on va en parler justement de cette série de barrages. Les deux premiers mettre à l'écran, voilà. Cette série de barrages qui a été remportée dans un premier temps, les deux premiers matchs par la Chaux-de-Fonds. On sentait un vent de panique du côté du HC Ajoie. D'ailleurs, la semaine dernière, avec Pascal et David sur Overtime, on en avait parlé justement de cette série de barrages. Tout semblait pointer en direction d'une montée de la Chaux-de-Fonds. Finalement, on s'est regroupé. On a réussi, Jérôme, du côté du HC Ajoie, à renverser la situation. Et hier, j'écoutais l'interview du capitaine Jordan Haworth qui est pas trop tombé dans l'émotion, même si les mots venaient pas facilement. Je pense que c'est l'adrénaline qui est en train un peu de chuter. Et Jordan Haworth a eu son importance dans sa dernière finale, dans sa dernière série en carrière. Son fameux but en prolongation lors de l'acte 3, c'est vraiment ce qui a tout changé dans cette série. Ouais, et je pense même que c'est sur ce match-là que Chaux-de-Fonds a loupé le coche. Ajoie était au plus mal les deux premiers matchs. Chaux-de-Fonds a gagné les deux premiers matchs. Chaux-de-Fonds mène 2-0, si je ne me trompe pas, dans l'acte 3. Et tout à coup, il y a Ajoie qui revient, il y a Ajoie qui égalise. Il y a ce but de Jordan Haworth. Il y a des supporters ajouleux qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi c'est lui qui est à ce moment-là, puis qui doit pousser le puck au fond? Et c'est peut-être ça, il a senti le coup en prolongation. Jordan Haworth, il s'est projeté vers l'avant, il a eu ce rebond. Ça paraît peut-être un détail une fois qu'un défenseur monte sur une action offensive. C'est peut-être ce que les défenseurs chaudefonniens n'ont pas fait quelquefois, en se disant on préfère défendre et tout. Et ce match a complètement tout changé. Mais je pense aussi qu'avant cet acte 3, il y a l'interview de Thomas Thierry qui a été très fort aussi, quand il dit que les joueurs maintenant ils doivent se regarder dans la glace. Et moi, ce que je retiens de cette interview, c'est quand il dit, alors j'ai pas la phrase en tête, donc je vais le paraphraser, mais c'est quand il dit maintenant il faut savoir si on a envie de continuer d'être professionnel l'année prochaine ou pas. Et c'est là qu'on voit que ce match de barrage, c'est pas que du hockey sur glace. Ça implique beaucoup de choses. Ça aurait pu changer la carrière des joueurs,
Certains auraient pu revenir amateurs parce que pas tous auraient retrouvé une place en National League. Alors certains auraient peut-être joué dans d'autres clubs de National League. Il y en a peut-être qui auraient été engagés par Chaux-de-Fonds si Chaux-de-Fonds était monté. Mais certains se seraient retrouvés en Swiss League ou auraient peut-être arrêté de leur carrière. Et puis surtout, au sein du HCA, il y a peut-être des secrétaires qui se seraient retrouvés au chômage, il y a peut-être des gens qui auraient perdu leur job. Donc ils se sont peut-être rendus compte de ça en se disant, dans une semaine, on met peut-être des gens au chômage si on se sort pas les pouces, quoi. Il faut y aller. Et puis, il y a aussi une décision qui a été prise. Alors, je pense que c'est Philippe Michael DeVos qui l'apprend de lui-même, mais il joue blessé contre Langnau. Il joue blessé les 2 premiers matchs contre Chaux-de-Fonds. Et dès l'acte 3, on ne le voit plus. Ouais. Alors, est-ce que ça a aussi donné une autre dynamique au HCA, qui a joué du coup avec 2 défenseurs, puisqu'il y avait Brennan et Leduc en défense? Ça a peut-être donné de la confiance aux attaquants en se disant, derrière, maintenant, on a 2 étrangers au lieu de 1. On peut peut-être prendre plus de risques en attaque, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que dès le match 3, il y a eu un autre état d'esprit. Et je pense que Chaux-de-Fonds perd la série sur ce match 3 parce qu'à 3-0 pour Chaux-de-Fonds, je pense que ça aurait été très compliqué pour Ajoie. J'aime beaucoup ton intervention. C'est vrai qu'on pensait beaucoup à l'aspect sportif. C'est vrai qu'il y a l'aspect humain aussi qui rentre en ligne de compte. Ce qu'il n'y a pas en play-off, par exemple. Ce qu'il n'y a pas en play-off, exactement. Parce qu'il n'y a personne qui... personne. Il y a peut-être des gens dans l'entourage de Zurich, par exemple, ou de Zug qui vont perdre leur emploi parce qu'ils ne se sont pas rendus en finale. Ça me surprendrait, et bien évidemment. Mais selon des résultats, quand tu te rends en play-off, quand tu perds en première ronde, en deuxième ronde, même si c'est une personne, il y a peut-être une personne qui va perdre son boulot comme entraîneur, mais le staff, tout le monde qui gravite autour du club reste là. Et c'est vrai que ça, l'aspect humain, il est pour beaucoup aussi. Tu parles de Philippe Michael DeVos, il ne devait pas à la base jouer le barrage, blessé. Il avait accepté de se faire injecter des produits là, pour diminuer sa douleur pour la série de relégation contre Langnau. Mais il ne devait pas jouer. On le voyait de toute façon que Philippe Michael DeVos, connaissant son degré de compétitivité, son désir de gagner, je pense que ça devait être hyper frustrant pour lui de jouer à peut-être 30%, 40% de ses capacités. On ne le reconnaissait pas sur une patinoire et pourtant, quel courage de jouer blessé. J'espère pour lui que ça n'aura pas d'incidence à long terme sur sa santé. J'espère pour lui qu'il va pouvoir revenir en pleine santé à 100% de ses capacités, comme on aime le voir jouer la saison prochaine en National League. Ça devait être un super de soulagement pour lui, pour Jonathan Hazen. Guillaume Masselin également, qui a raté le premier match en raison d'un virus. Et finalement, son importance également dans le jeu. Tu l'as dit, Jérôme Gauthier-Leduc. C'est une belle histoire, ce revirement de situation pour le HC Ajoie. C'est une belle histoire. Par contre, il faut quand même garder en tête que Ajoie, au cours de ces 6 rencontres-là, n'a quand même pas montré une énorme supériorité par rapport à l'équipe championne de Swiss League. Et c'est là où on a eu un Julien Vauclair à l'interview hier qui semblait assez fatigué. D'ailleurs, Howard nous a dit, moi, ça fait des semaines que je dors pas. Je pense que pour Julien Vauclair non plus, les heures de sommeil ont dû être rares pour lui aussi au cours des dernières semaines. Mais ça va être tout aussi intense et compliqué pour lui, le casse-tête des prochaines semaines, parce que ça a été compliqué pour lui d'essayer de re-signer des joueurs. On avait des contacts avec des joueurs tout au long de la saison, mais avec l'avenir incertain d'Ajoie, le maintien probable ou la descente, la relégation probable, il y a des joueurs qui préféraient signer ailleurs. On doit absolument améliorer les choses du côté d'Ajoie. Ça commence à partir d'aujourd'hui pour la saison prochaine, pour éviter une deuxième série de barrages en 2 saisons. Tu as parlé de Guillaume Masselin. J'ai beaucoup aimé son attitude. En l'absence de Hazen et de DeVos, il a vraiment pris ce rôle de leadership de l'équipe, on l'a vu. Et quand il a marqué ses 2 buts, il marque 2 buts à un moment donné, Guillaume Masselin, un hier et un dans un match précédent à Port-Rentruy. Il y a de la joie, tu vois qu'il y a de la joie d'avoir marqué, mais il y a surtout de la rage. Comme pour dire, mais regardez les gars, j'y suis arrivé à marquer, maintenant vous pouvez aussi le faire. Hier aussi, il est au centre de la glace quand il marque le 2-2. Il y a presque plus de rage et puis il extériorise vraiment les choses.
Et je pense qu'il faut se bâtir là-dessus parce que quand Hazen et DeVos sont sur la glace, c'est eux les leaders de l'équipe. Et je trouve que Guillaume Asselin est un peu effacé. Alors, est-ce que c'est juste un ressenti personnel? Est-ce que c'est lui qui se met un peu à l'écart? Est-ce que DeVos et Hazen prennent énormément de place? Parce qu'ils sont très bons, hein, faut pas dire le contraire. Mais j'aimerais bien à l'avenir, même si DeVos et Hazen sont sur glace, que Guillaume Asselin prenne ce rôle vraiment de leader d'équipe. C'est le buteur du HCA avec Hazen. C'est les deux buteurs du HCA. Et je pense qu'il peut tirer en avant cette équipe. Et j'entends aussi des gens qui disent ouais, Ajoie aurait mérité de tomber parce qu'ils n'ont pas le niveau de National League. Alors c'est vrai, ils finissent bon dernier du championnat, ils ont 12 points de retard sur l'avant-dernier, mais Chaux-de-Fonds n'a pas réussi à les battre sur cette match. Et puis il faut 14 équipes en National League. Ben, la 14e équipe de Suisse aujourd'hui, ben, c'est le HC Ajoie. Qu'ils aient le niveau de National League ou pas le niveau de National League par rapport aux autres, c'est un éternel débat, mais Chaux-de-Fonds n'a pas réussi à battre Ajoie, donc Chaux-de-Fonds n'est pas meilleur que le HCA. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais il faut bien une 14e équipe. Exactement. De toute façon, même si... ils n'ont pas perdu de beaucoup contre Langnau non plus à Ajoie. Donc, honnêtement, le HC Ajoie aurait très bien pu... Il y a un monde qui existe où le HC Ajoie est capable de battre Langnau. Ils étaient à quelques minutes à peine de prendre les devants dans la série ou de créer l'égalité lors de l'acte 6. Honnêtement, ça se jouait à peu de choses. En ce moment, à 14 équipes, j'ai vraiment l'impression que le talent, il y a énormément de talent et on le voit avec la qualité des playoffs qu'on a. Il y a énormément de talent, des étrangers de haut niveau qui sont ajoutés. De classe mondiale. De classe mondiale, oui. Mais j'ai quand même l'impression que niveau joueur suisse, c'est un petit peu plus dilué, qu'il y a des équipes qui jouent avec des joueurs peut-être plus catégorisés Ligue B, Swiss League, qui sont obligés de les utiliser en National League et ça dilue un petit peu le talent des joueurs suisses et la profondeur que certaines équipes peuvent avoir. Donc, quand tu n'as pas les budgets des gros clubs de National League et que tu n'as pas nécessairement le système de développement le plus sophistiqué à la Zoug, ben c'est un peu plus compliqué d'avoir des équipes en fond de classement qui sont sur un pied d'égalité ou qui sont très compétitives. J'ai l'impression que la Chaux-de-Fonds, même s'ils avaient pigé dans quelques contrats du HC Ajoie, s'ils avaient monté, je ne suis pas certain que la saison prochaine, on aurait eu un La Chaux-de-Fonds qui se bat pour les pré-playoffs. Peut-être que oui. Très bien coaché, une équipe qui avait des bons étrangers, mais de là à avoir une équipe de haut niveau de National League, il y a quand même une marche, ça prend quelques années. On l'a vu d'ailleurs avec Rapperswil, qui était la dernière équipe qui a monté là, grâce à une série de barrages. Ça a pris des années avant que cette équipe-là soit au niveau d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il aurait fallu être patient de toute façon avec la Chaux-de-Fonds. Il faut être patient également avec Ajoie, ça reste un petit budget, mais ça a pris... Je pense du côté d'Ajoie, je pense que le gros... point négatif de cette équipe, c'est que lorsqu'ils ont monté, ils savaient qu'ils avaient 2 ans. J'ai l'impression que la première année, on n'a pas fait assez. Et là, on se fait peut-être rattraper par ce qu'on n'a pas fait la première année. On a dû le faire en retard un peu pour la deuxième. Et donc, peut-être, j'espère qu'il y aura de l'amélioration pour l'an prochain. Mais comme je disais, ça va être compliqué. Ça va commencer dès maintenant, parce que là, on sait qu'on a une équipe de National League. Et on en parlait justement quand tu es arrivé ici au bureau ce matin. Il va falloir qu'il y ait des additions, des ajouts dans cette équipe pour faire un peu tomber les pièces à la bonne place, les joueurs dans les bonnes chaises. Ben, ce qu'il faudrait, le HCA va augmenter son budget pour la saison prochaine, mais il y a déjà énormément de joueurs qui ont des contrats. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont libres. Et l'idéal pour le HCA pour la saison prochaine, ça serait non pas de renforcer l'équipe par le bas, comme ils l'ont fait pour cette saison, où ils ont renforcé le 4e bloc, ça serait d'aller chercher 2, voire 3 top joueurs, de les mettre en premier bloc, et puis que le 3e bloc de cette année devienne le 4e de l'année prochaine. Et puis là, on aurait un HCA qui est vraiment renforcé. Alors moi, il y a des joueurs de Chaux-de-Fonds qui m'ont plu, qui ont déjà des contrats avec Chaux-de-Fonds. Alors je ne sais pas s'il y a des clauses, si un contrat, ça se casse, mais il y a des joueurs qui sont intéressants du côté du HCC. Il y a par exemple le CP Berne qui vient d'annoncer qu'il ne reconduirait pas Christian Pinana. Alors c'est pas un top défenseur de National League, mais il n'a pas joué à Berne pour rien.
Donc il a quand même quelques qualités. Il a l'expérience de National League. Est-ce qu'on peut aller le chercher? On a aussi vu qu'il y a Klingberg qui serait intéressé à rester en Suisse. Il n'a pas été reconduit par Zug. Il serait intéressé à jouer en Suisse. Alors, est-ce que tout à coup, Julien Vauclair peut téléphoner à Klingberg? Un téléphone, ça coûte rien de nos jours. Téléphone à Klingberg, tu proposes quelque chose. Est-ce qu'il vient pas Est-ce qu'il a le profil recherché par Julien Vauclair? Mais ça serait un renfort par rapport à un Bakoche. Oui, par exemple, sans taper sur lui. Hein. Non, mais je veux dire, Klingberg, soyons honnêtes, Bakoche a été un peu plus fantôme à partir de sa prolongation de contrat, on l'a moins vu. Donc dans l'idéal maintenant pour Ajoie, ça serait de renforcer son premier bloc et de faire glisser le bloc 1 de cette année en 2, le bloc 2 en 3, etc. Mais est-ce qu'on s'y prend pas un peu tard là? Parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui ont prolongé leur contrat, pas plus tard que ce matin, le jeune Zanetti à Lugano, je crois qu'il a prolongé jusqu'en 2025 ou 2026. Un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette saison. C'est sa première année en National League, il jouait en premier, voire deuxième bloc. Et puis comme tu le disais avant, au HC Ajoie, il n'y a pas de juniors qui peuvent jouer en première équipe pour jouer les pompiers de service. Tu prends Bienne, tu as un blessé, un suspendu, tu vas chercher Berchi, tu vas chercher Reinhardt. Les années d'avant, ils sont allés chercher Elvis Schlepfer, qui est maintenant dans le quatrième bloc, qui est presque titulaire. Et ils vont chercher Berchi, ils vont chercher Reinhardt. Les années passées, ils sont allés chercher Noah Dlemont, qui cette année est même sur le power play quelquefois, qui fait même partie du top 6. À Joie, il n'y a pas ça. Donc évidemment, à Bienne, l'argent que tu mets pas sur le quatrième bloc parce que tu fais jouer des jeunes du club qui n'ont pas un gros salaire, tu peux te permettre de mettre la différence sur d'autres gros joueurs. À Ajoie, tu peux pas tellement faire ça. Donc ça va être compliqué, mais le budget va augmenter de presque 5 millions, je crois. C'est ce que nous dit Patrice, en tout cas. Justement, j'allais dans le chat. Je trouve intéressant le commentaire de Patrice parce qu'il dit au final, cette expérience sera bénéfique à Ajoie. Plus personne ne voudra vivre ça. C'est vrai que... En date du 11 avril, c'est un scénario quasi parfait pour Ajoie parce que c'est des matchs de plus à domicile, donc une rentrée d'argent importante avec des guichets fermés. Et c'est vrai que niveau expérience, on vient d'acquérir une expérience qui est importante justement parce que le noyau du club va rester sensiblement le même. Oui. Donc oui, ce sera dès le début de la saison. Ça peut-être souder l'équipe. Exactement. Dès le début de la saison, le message, le mot d'ordre sera on évite ça à tout prix. Et c'est vrai que cette expérience-là va être importante. Et comme il nous le dit, avec 5 millions de budget en plus, espérons pour Ajoie que vraiment ce chiffre soit juste et qu'on puisse monter le budget de façon aussi importante. On réussira à monter une équipe encore plus forte en espérant que l'écart diminue encore entre les équipes 10 à 14. Évidemment, ça, on se le souhaite pour la santé de la Ligue et pour le niveau de jeu qu'on a parce que le niveau monte année après année devant, au milieu. Maintenant, il faut que ça monte derrière aussi pour avoir une ligue la plus compétitive possible. Puis il y a le commentaire également d'Arnaud que je trouve intéressant. Langnau, Ajoie, Chaux-de-Fonds, Holton, c'est un peu du même niveau. C'est vrai qu'entre Holton et Ajoie dans le play-out, on n'a pas vu une grande différence. Ajoie passe complètement à côté de ses 2 premiers matchs. D'ailleurs, il ne marque pas un but. Puis là, on se dit que la série, elle va être pliée pour Langnau en 4 ou en 5. Et puis, tu as ce réveil au match numéro 3. Ajoie qui gagne à Lille-Fils, qui gagne à Poran. Le match 5, Ajoie gagne de 2 buts. Il reste 4 ou 5 minutes. Ils doivent plier là, Ajoie, puis ils se font remonter. Le match 6, ils regagnent de 2 buts. Ils encaissent 2 fois en 7 ou 8 secondes. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il a manqué à Ajoie contre Langnau ce qu'a manqué à Chaux-de-Fonds contre Ajoie. Ouais. Ça joue à très peu. Je veux dire, on était à ça d'avoir un barrage Langnau-Chaux-de-Fonds. Et dans Chaux-de-Fonds Ajoie, on est à ça d'avoir Chaux-de-Fonds en National League. Et ça aurait pu être un barrage Langnau-Holton et on aurait eu probablement une série hyper serrée également. Oui, parce que Chaux-de-Fonds gagne 4-0 la finale de Swiss League, mais Chaux-de-Fonds écrase pas les 4 matchs. Hein. Non, c'était quand même très serré. C'est très serré. Il y a Kevin qui nous demande, est-ce qu'un partenariat donnant-donnant avec un club de Swiss League pourrait aider Ajoie à avoir de la profondeur plutôt en cas de blessure. Le défaut, je ne vois pas ce qu'Ajoie peut offrir hormis de l'argent qu'ils n'ont pas. Ajoie peut offrir à un club de Swiss League un joueur qui revient de blessure. Comme par exemple Van Pottelberg qui est allé jouer avec Winterthur avant de revenir au HC Bienne.
C'est ça qu'un club de National League peut offrir au club de Swiss League. Mais en sachant que si le club de Swiss League va en play-off, le club de National League ne va pas lui donner son joueur à ce moment-là, même s'il revient de blessure. Il Donc, faut à part de voir l'argent, aussi c'est vrai que c'est quelle un peu équipe. compliqué. Parce que la Swiss c'est League, ça reste quand même pas un point d'interrogation. Martini monte, Yabal qui est monté. Je veux dire, c'est quand même une période de transition du côté de la Swiss League. Donc, c'est de trouver le bon partenariat. Trouver le partenariat avec une équipe qui a quelque chose à te donner. Une équipe qui a un mouvement junior intéressant, qui développe des joueurs, qui a quelque chose à te prêter aussi. C'est du donnant-donnant, justement. Oui, Ajoie est peut-être pas l'équipe qui a le plus à donner. On prend par exemple Lausanne, Genève, qui peut placer des joueurs en Swiss League qui ne jouent pas nécessairement avec l'équipe en National League. Ça devient intéressant. Sierre en a utilisé ce genre de joueurs prêtés. Mais Ajoie n'a pas cette profondeur pour prêter des joueurs en échange. Puis, donc, c'est à voir. Il y avait une question également, est-ce que Julien Vauclair va rester derrière le banc? Personnellement, rien contre Julien Vauclair, mais je préférerais qu'il soit à 100% sur le poste de directeur sportif et qu'il trouve un entraîneur, si possible, contrairement à Péchan, qui connaît la Ligue, qui parle la langue du canton, donc français, et la langue de plusieurs joueurs, qui a fait des résultats. Moi, j'en connais un. Hein. Vas-y. Il s'appelle Louis Matt. Non, mais honnêtement. Est-ce que Louis Matt va vouloir un poste de coach à Ajoie? Ça, c'est une autre question. C'est comme avec Lindbergh, un coup de téléphone. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Moi, j'y proposerais. Je veux dire, Louis Matt, il a été assistant en National League. Il connaît la National League par cœur. Il la connaît sur le bout des doigts. Ce qu'il a fait avec Chaux-de-Fonds, c'est juste incroyable. C'est sa première année en tant que head coach. On a vu, il a presque touché à la National League. C'est-à-dire qu'il a préparé une équipe, voilà. Et puis au niveau tactique, Chaux-de-Fonds était bien préparé pour ce barrage. Après, c'est comme tu dis, est-ce que Louis Matt a intérêt à aller à Ajoie ou pas? Mais on a Serge Pelletier là comme nom qui circule sur le chat. Il y a Larry Huras. Il y a eu René Matt également qui est revenu dans le chat. Évidemment, il y a beaucoup de noms, mais je pense que Julien Vauclair devrait donner le poste d'entraîneur à quelqu'un d'autre et quelqu'un qui parle français. Je pense que c'est très important à Porrentruy que le coach principal parle français. Ouais. Qu'il soit suisse ou étranger, c'est égal. Que le français soit sa langue maternelle ou non, c'est égal. Mais il faut quelqu'un qui parle français. Bon, il y a un commentaire là de Elner qui nous dit qu'on est anti-Swiss League vu les commentaires des clubs comme Holton, HCC, Viège n'auraient pas leur place en National League. Au contraire, je pense que la Chaux-de-Fonds a un projet hyper intéressant. Et il le disait ouvertement, c'est peut-être un peu trop tôt pour nous. On avait plus prévu 2026, mais quand ça arrive, tu prends. Écoute, quand ça passe, tu sautes dans le train puis tu y vas en National League. Et on a vu les gens derrière le club, la patinoire pleine. Il y avait vraiment de l'effervescence du côté du canton de Neuchâtel par rapport à la Chaux-de-Fonds. Au contraire, cette équipe-là aurait sa place en National League. Même chose pour Viège, qui a une nouvelle patinoire. Holton, éventuellement Sierre également. Le projet a été accepté. Je pense que ce sont de très beaux projets qu'ils ont. Mais ça va coûter une équipe qui est en ce moment dans notre championnat de National League. Ça va être du 1 pour 1. Et on vient toujours à... En ce moment, il n'y a aucune de ces équipes-là qui peut faire comme Genève, comme Lausanne, d'avoir un très, très gros budget Swiss League, un budget presque de National League en Swiss League, dans le but de monter. Est-ce que la Chaux-de-Fonds pourra le faire dans 2-3 ans, Genève peut-être? Avait fait ça. Genève avait fait ça. Mais... Ils avaient construit une équipe de Liga à l'époque pour jouer en Ligue B. Ouais. Ils avaient écrasé la Ligue B, ils avaient écrasé les playoffs, ils étaient montés. Ce qu'on dit, c'est que est-ce que si Chaux-de-Fonds était monté à la place d'Ajoie, est-ce que Chaux-de-Fonds l'année prochaine aurait fait mieux que Ajoie cette année? Je suis pas sûr. Alors, comme Cloton avait déjà une très très bonne équipe en Swiss League. Ils sont montés en National League et ils ont terminé 9e du championnat. Parce que dès qu'ils sont arrivés en National League, ils sont allés prendre des étrangers incroyables. Ouais. Ils avaient des étrangers absolument qu'on goûtait à la NHL, quoi. C'était vraiment du très haut niveau avec un gardien incroyable aussi. Et c'est ça qu'on dit. Est-ce que Chaux-de-Fonds... Est-ce qu'on est sûr que Chaux-de-Fonds n'aurait pas fini 14e la saison prochaine? Non, peut-être pas. Non plus. Peut-être pas. Peut-être que Langnau aurait fini derrière,
Mais c'est ça, quoi. L'histoire moderne, bon, évidemment, ça fait pas hyper longtemps que je suis en Suisse, mais si on prend Rapperswil, quand ils sont montés, c'est des chiffres qui ressemblaient à la première saison d'Ajoie. Là. C'est tout près. Donc, c'était très compliqué également. Oui, Cloton a réussi un tour de force en participant au pré-playoff dès la première saison, mais quand même, c'est rien contre la Swiss League. C'est une ligue qui, en ce moment, est dans un virage. À voir où est-ce qu'on va s'en aller. On espère une Swiss League en santé. C'est ce qu'on se souhaite tous parce que c'est la santé du sport en Suisse qui va en bénéficier. C'est la compétitivité, c'est le développement des joueurs suisses. Moi, en ce moment, le problème que j'y vois, c'est qu'en National League, il y a 14 équipes. En Swiss League, il y a 12 équipes. La pyramide est inversée. Habituellement, tu devrais avoir plus d'équipes en formation pour arriver à un niveau élite en première division. Maintenant, on est obligé justement de, excusez-moi l'anglicisme, mais patcher des trous avec des étrangers parce qu'il n'y a pas assez de développement qui se fait. Donc, ça explique pourquoi il y a justement peut-être 4-5 équipes qui valent, que ce soit les 2 dernières de National League, les 3 premières ou les 2 premières de Swiss League. Donc voilà, on a beaucoup parlé évidemment d'Ajoie, la Chaux-de-Fonds. On disait que en date du 11 avril, c'est tout bénef ce qui s'est passé finalement pour Ajoie. Le soupir de soulagement est passé. On a mis de l'argent dans les coffres avec ces matchs-là. On a rempli la patinoire. On réussit à se maintenir en National League une saison de plus. Du côté de la Chaux-de-Fonds, évidemment, il y a de la déception. On le sentait également dans les commentaires de Louis Matt lors de l'interview. Tu es si près, tu es à 2 victoires d'une place en National League la saison prochaine, de revenir dans l'élite pour un club qui a une si riche histoire. Mais en même temps, c'est une saison... On ne s'attendait pas à ce niveau-là du côté de la Chaux-de-Fonds. On réussit à terminer premier du calendrier de la saison régulière. On réussit à remporter de façon incroyable les playoffs de Swiss League. Ils les ont survolés. On va déranger et faire peur à Ajoie lors de la série de barrages. Il y a vraiment quelque chose autour de Louis Matt, autour de cette équipe. Et il faut noter quand même le travail de Louis Matt dans tout ça. Faut lui lever le chapeau parce qu'honnêtement, il a pris cette équipe-là, il a réussi à l'amener à un autre niveau et en faire une équipe championne. Et souhaitons simplement que cette vague positive se poursuive sur les années à venir du côté des Mélèzes parce qu'il y a le projet de rénovation de cette patinoire-là et de l'avoir pleine, c'est encore plus réjouissant du côté de la Swiss League, du côté de Chaux-de-Fonds et pour éventuellement revenir dans l'élite et peut-être jouer ce genre de série de barrages. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est pour Louis Matt qui a toujours eu cette étiquette d'assistant, en fait, d'éternel numéro 2. Il a toujours travaillé avec cette étiquette-là, sans jamais rechigner à la tâche. Il a toujours été très, très, très professionnel. Et ça me fait vraiment plaisir pour lui qu'il a réussi à faire ça avec Chaux-de-Fonds et puis qu'il prouve aussi que un numéro 2 peut devenir numéro 1 avec des résultats tout de suite. Et il faudra faire très attention à Chaux-de-Fonds l'année passée parce que tout le monde aura une année prochaine, de plus. Ouais. J'ai dit T'as dit l'année passée, ouais. L'année passée, j'ai dit Ouais. Oh bah non, l'année prochaine, évidemment. La saison prochaine, évidemment. Non, mais lui, il aura une année d'expérience en plus. Donc, il va gommer les petites erreurs qu'il a faites parce que sûrement qu'il en a faites. Hein, il va se remettre en question. Les joueurs auront fait une année avec le système Louis Matt, donc dès le début, ils sauront à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il attend d'eux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et le HCC va être dangereux. Et je pense qu'il aura des renforts au HCC parce que quand tu viens de faire cette saison-là, si tu as Chaux-de-Fonds qui appelle un joueur, je pense que le joueur, il ne va pas hésiter 10 fois à y aller. Hein. Ça donne envie d'aller jouer avec les abeilles. Et reste que, Louis Matt avait déjà coaché en chef dans le mouvement junior à Genève. Oui, mais je parlais reste que professionnellement, chez chez les adultes, c'est une première expérience pour lui comme head coach, 100% réussi. C'est sûr et certain, parce que tu le nommais comme possible candidat à Joie. Peu importe où ce sera, je pense qu'avec la saison qu'il vient de connaître à sa première saison comme head coach, peut-être quelques directeurs sportifs qui se disent « on va le garder à l'œil celui-là parce que... » On note. On note. Si jamais on a besoin, on sait qu'il y a quelqu'un d'intéressant à ce niveau-là. Non, très très belle saison pour la Chaux-de-Fonds, équipe championne. Ça a redonné aussi, j'ai l'impression, vie à cette foule de l'engouement.
pour cette équipe. Ça faisait longtemps qu'on attendait. Ajoie a tellement dominé la Swiss League, Cloton, c'était ça pendant des années. Et là, de voir un succès du HCC, ça fait du bien et c'est totalement mérité. Donc, c'est quand même, on aurait eu, pour moi, c'est sûr que si je compare avec les séries de playoffs, on a eu une série de Swiss League. Pour moi, oui, bien sûr, le niveau était était pas comparable à ce qu'on a eu en playoff de National League, mais ça a été tout de même une série très intéressante à suivre. Ça s'est joué à ça. Honnêtement, le but de Howard en prolongation, il a failli marquer du patin en plus. Et tu en parlais, c'est pas le défenseur qui se porte à l'attaque toujours, c'est un défenseur plutôt stay at home qui reste derrière. Et là, il voit l'ouverture, il fonce, il marque. Mais ce match-là, si il est gagné par la Chaux-de-Fonds, c'est 3-0. Je suis pas certain qu'aujourd'hui on se parle et qu'Ajoie est toujours en vie dans cette série-là. Je pense même qu'il y a eu promotion de la Chaux-de-Fonds. Donc tout se joue tellement des détails à ce moment-ci de la saison que ça a été quand même une série hyper intéressante à suivre. Et je vous rappelle également qu'il y a toujours ce maillot à gagner, puisque je viens de voir une réponse justement dans le chat. Maillot brodé du HC Ajoie, Jérôme Gauthier-Leduc. On veut savoir le nombre de victoires en saison régulière, donc sur les 52 matchs de la saison régulière, les victoires en temps réglementaire seulement du HC Ajoie en 2022-2023. Bon, je pensais pas faire aussi long sur cette série de barrages, Jérôme, donc on va passer directement aux demi-finales et surtout à cette grande finale historique pour le hockey roman entre Genève et Bienne. On va tout d'abord commencer, Jérôme, avec l'équipe qui a été la plus expéditive. C'est le HC Bienne qui en a surpris plus d'un. 4-0 contre Zurich. Je crois que même les Biennois étaient surpris d'eux-mêmes. Hein. Non, mais honnêtement, je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas à... Alors, ils s'attendaient sûrement à battre Zurich. Enfin, ils étaient motivés à le faire. Confiants, ils étaient confiants, ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Mais 4-0, franchement, là, je suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ça. Et je pense que cette demi-finale, elle se joue sur l'acte 1. Oui. Ce 0-0, Gaëtan Haas qui écope de 5 minutes de pénalité pour un coup de coude. Bienne qui arrive à défendre incroyablement bien à 4. Zurich qui n'a qu'une seule occasion. Gaëtan Haas qui ressort du banc des pénalités. Bienne qui marque le 1-0 juste derrière. Et dans ce match, moi, c'est... Alors, vous ne l'avez pas vu à l'écran parce que les caméras n'étaient pas sur Gaëtan Haas quand il revient du banc des pénalités. Mais il y a juste un arrêt de jeu juste derrière. Il revient du banc des pénalités. Il passe devant le banc en étant sur glace. Il applaudit tous ses coéquipiers. Et en arrivant sur le banc, il allait taper sa canne vers chacun de ses coéquipiers comme pour les remercier. Surtout que c'était une grosse erreur. Et là, je pense que ça a encore plus soudé l'équipe, qui a l'air d'être extrêmement soudée. Hein. Quand tu les vois jouer, tu as l'impression que c'est une bande de potes qui jouent entre eux. Et je pense que là il s'est passé un truc. Il y a aussi l'annonce de la maladie d'Antti Tormanen, qui a peut-être aussi donné un... C'est sûr que ce genre de nouvelles-là, puis c'est jamais agréable à entendre, évidemment, puis on souhaite tout le meilleur à Tormanen dans cette bataille contre le cancer, mais reste que ce genre de nouvelles-là, au moment où ça arrive, ça soude une équipe. Ouais. T'as pas le choix de vouloir jouer pour ton lui, coach. C'est clair. Déjà que cette équipe-là était soudée, c'est sûr que ça a juste donné un élan de plus. Et puis il y a un geste lors de l'acte 3, moi, que j'ai en tête, c'est Salinen, qui est à la ligne bleue. Il y aura un tir d'un défenseur de Zurich et il plonge pour dévier le puck. Et moi, je me dis, purée, quand tu as ton centre étranger qui plonge sur un puck dans un acte 3 de demi-finale, il y a quand même un truc qui se passe. Parce que quand tu es suisse, puis que tu es au 4e bloc, puis que tu vois ton étranger faire ça, tu dis que toi, t'as pas le choix de faire la même chose, en fait. Tu es obligé de suivre son exemple. Et ça montre la mentalité de cette équipe, parce que si Salinen il décide de plonger sur un puck, c'est que tu vois, ils sont en mission tous là. Ouais. Non, écoute, pour revenir à Gaëtan Haas, on connaît son leadership. Cette pénalité-là, c'est un geste qui, moi, m'a surpris venant de lui, parce que c'est un peu un geste d'indiscipline, mais comment tu me racontes son retour au banc? Il s'en est rendu compte. C'est le leadership qu'on attend. De s'excuser, c'est sûr qu'il s'est excusé envers ses coéquipiers, mais surtout de les encourager et de les remercier de cette façon-là. Ça montre aussi qu'il y a une bonne entente dans cette équipe.
cette équipe-là, elle est en mission. C'est pas compliqué, je la sens vraiment en mission. Zurich, j'ai l'impression qu'avec Mark Crawford, même s'ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Ils ont eu beaucoup plus de bas que de hauts. J'ai jamais senti non plus que cette équipe-là a été au maximum de son potentiel, que Mark Crawford a été capable d'exploiter cette équipe-là au maximum de son potentiel. Et pourquoi je reviens là, c'est que avec Grönborg, je sentais pas nécessairement cette équipe-là meilleure, parce que sur papier, ça restait la même, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait moins de bas qu'avec Crawford, il y avait plus de hauts. Donc, c'est tout à l'honneur quand même de balayer une série en 4 matchs, une série demi-finale. Et je vais revenir un tout petit peu parce que je veux quand même répondre dans le chat. Il y a Loïc qui dit « Bienne n'est pas vraiment un club roman ». On a reçu énormément de commentaires du genre quand la finale romande a été annoncée. Et juste parce que j'ai vu qu'on avait quand même sur nos réseaux sociaux répondu à quelques commentaires du genre. Sachez que pour ceux qui nous regardent sur Overtime ou qui nous écoutent sur Overtime chaque semaine, on fait toujours le tour des 5 clubs romans. Bienne étant l'un des 5 clubs romans. Donc, c'est pas nouveau qu'on s'attribue Bienne comme étant un club roman. Tous nos collègues, que ce soit la RTS, que ce soit Blick, que ce soit 24 heures, que ce soit n'importe quel autre collègue journalistique, ont tous également mentionné finale romande. Donc, Bienne reste quand même que le pourcentage de personnes francophones est supérieur au pourcentage de personnes qui parlent suisse-allemand. Donc, et d'ailleurs, il y a une info qui est sortie début mars. Il y a quasiment 44% de romans à Bienne dans la population. Bon, alors voilà. C'est selon donc, les chiffres. Tout ça pour dire que Bienne est roman. Bienne, pour nous, elle est roman. Peut-être que les Suisses allemands ont le discours inverse dans leur podcast Pocoff, parce qu'eux sont peut-être un peu plus en panique de voir leurs 2 clubs suisses-allemands éliminés. Mais pourquoi on peut se réjouir d'avoir 2 équipes suisse-romandes en finale. Donc, c'était juste ma petite intervention là, par rapport aux commentaires. Comme ça, tout est dit. Mais pour nous, le HC Bienne, c'est pas nouveau que cette équipe-là est suisse-romande. Elle l'est depuis les débuts de MySports. Voilà, tout est dit. Pour revenir à l'acte 1, parce que tu disais que l'acte 1 a été le point tournant pour toi dans la série. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé le lendemain de cet acte 1. On était en studio, c'est moi qui animais. Et je pense que tu co-commentais avec Stéphane Rochette cet acte 1. C'était pas toi qui commentais? Non, c'était Jean-Philippe Presselwenger qui commentait l'acte 1 avec Stéphane Rochette. Et il y a eu le petit puck peut-être dévié par offert avec la main. Et je me souviens que j'ai demandé en studio à Stéphane, est-ce que c'est une mauvaise décision des arbitres de ne pas aller valider le but et de simplement y aller avec le call sur la patinoire parce qu'ils avaient le droit, eux, d'aller valider que cette rondelle-là n'avait pas dévié de la main. Et je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais reste quand même que cette décision, cette non-décision des arbitres, de ne pas aller valider ou invalider cette réussite, de ne pas aller à la vidéo voir si offert a touché de la main, ça reste quand même hyper important parce que le moment qu'on a choisi, c'est peut-être le point tournant de cette série-là. Au final, c'est une décision quand même lourde de sens. Et tout ça pour dire que chaque petite décision, coach challenge, décision des arbitres, call non appelé contre un joueur, 5 minutes contre un autre, c'est des décisions qui ont tellement d'importance. Et j'espère que pour la finale, le niveau d'arbitrage sera à son top niveau parce qu'il y a de l'enjeu à chaque présence, à chaque période de chaque match. Donc, souhaitons juste que l'arbitrage soit à la hauteur parce qu'il ne l'a pas été sur tous les matchs en play-off ou en barrage ou en play-out. Donc, souhaitons-nous quand même des arbitres qui soient capables de nous sortir une belle finale également parce qu'ils font quand même partie de ce sport et de ce jeu. Moi, ce qui m'a dérangé sur ce que j'ai vu des play-offs au niveau de l'arbitrage, c'est des fautes qui sont sifflées dans le premier tiers et qui ne sont plus sifflées dans le troisième. Ou l'inverse, parce que tu as des arbitres qui laissent jouer, puis tout d'un coup, ils sentent qu'ils perdent le match, puis tout à coup, ils pénalisent. Puis tu dis, ouais, mais attends, il y a 5 minutes, j'ai fait la même, t'as rien dit? Et puis là, je la fais, et puis on me pénalise. Qu'on laisse jouer, moi, ça me dérange pas. Mais il faut que de la première seconde à la dernière, ça soit la même chose. On garde la même ligne, ouais. Et j'ai l'impression que là, on siffle au début du match parce que c'est le premier tiers et puis finalement si on met une équipe à 4 elle encaisse un but, c'est pas grave, et plus on avance dans le match, moins ça siffle. Et ça me dérange parce que les pénalités, elles arrivent quand même souvent
Parce que tu es dominé. Oui. Tu domines ton adversaire, l'adversaire fait une faute, et bien finalement, le power play, le 5 contre 4, c'est comme une récompense de ta domination. Si les arbitres ils sifflent plus, bah t'as plus aucune raison de dominer alors. Tu te laisses dominer, tu fais des fautes, et puis quoi, il t'arrive rien. Et c'est ça moi qui me dérange, franchement. Ben, comme tu le dis, parce que soyons francs, en play-off, il y a des fautes qui seraient appelées en saison régulière qui ne seront pas appelées en play-off. C'est normal, les arbitres vont être un peu plus tolérants. Mais il faut que la ligne soit la même de match en match, de période en période et de série en série. Et moi aussi, c'est ça qui me dérange, c'est que le niveau est jamais le même selon l'arbitre. C'est sûr qu'au début du match, l'arbitre doit mettre ses balises, OK, ça va passer, ça passera pas, selon le jeu. Mais ça ne doit pas changer au cours du match. Voilà. C'est là où ils ont une incidence. Puis d'ailleurs, c'est surtout en prolongation. C'est ce qui est revenu également dans le chat. Là, Quentin, j'ai vu également son commentaire dit « J'allais dire exactement la même chose. On espère que l'arbitrage soit au niveau de cette finale et parce qu'on aura pour le bien des deux équipes. Juste que le niveau soit juste. » Kevin qui nous dit « Malheureusement, il faut clore le sujet des arbitres. Ils sont mauvais pour toutes les équipes. » À tous les matchs et depuis le début de la saison. Plus aucun espoir de son côté. Mais c'est vrai qu'ils ont été parfois, je vais réutiliser le terme de Kevin, mauvais à certaines occasions. Mais là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur en finale, tu n'as plus le droit à l'erreur en play-off. Et même s'ils ont fait des fautes pour toutes les équipes, même si Stéphane nous dirait... Dans une saison, ça va se balancer. Oui, mais en finale, tu as 7 matchs, ça se balancera peut-être pas. Et on l'a vu peut-être avec cette décision de faire pour ne pas tourner le couteau dans la plaie. Honnêtement, je trouve que cette finale de Bienne est 100% méritée. Mais on décide de ne pas aller valider, parce que le coach ne pouvait pas challenger, on décide de ne pas aller valider du côté des arbitres. Dans un autre match, peut-être qu'un autre arbitre aurait décidé d'aller valider. Pourquoi prendre cette chance? On n'a pas peur en saison régulière d'aller à la vidéo 3-4 fois par match puis que ça prenne du temps et tout ça. On va même à la vidéo pour savoir s'il reste 4,6 secondes à jouer ou 3,5 sur un dégagement interdit. C'est ça. Donc je pense qu'on peut quand même se permettre pour le seul but d'un match. On pense peut-être qu'il a été touché ou pas. Est-ce que les arbitres l'ont jamais vu? Je ne sais pas, mais c'est à l'équipe adverse également de le signaler. Mais bon, écoute, on va clore quand même ce sujet sur les arbitres. Il y avait une question que je voulais reprendre là ici. Jérôme qui nous dit, est-ce que la finale romande est historique? Il ne semble jamais y avoir eu de finale avec deux clubs romans depuis les playoffs. Donc, c'est 86, si je ne me trompe pas, les playoffs. C'est ça. Il n'y a jamais eu de Il n'y a jamais eu deux romans en finale. Donc, oui, c'est historique. Et ce sera le premier champion suisse roman. Oui, il n'y a jamais eu de roman champion. Depuis 86, donc depuis les playoffs. Le dernier champion roman, c'est Bienne en 83, mais il n'y avait pas de playoff. C'était un championnat, quoi. Ouais. Comme au foot. Le premier de la saison régulière est champion. Donc c'est doublement historique. Première finale entre romans et première finale du HC Bienne de son histoire. Bienne n'avait jamais joué de finale. Donc on verra ce que vont faire les Biennois, emmenés par un Tony Rayala en feu. En grande forme, ouais. 10 matchs, 10 points, dont 7 buts. Alors, il y en a dans la cage vide, on est d'accord, mais il faut quand même le mettre. Oui, mais quand même, en ce moment, Tony Rayala... C'est hallucinant. Il y a plusieurs joueurs, évidemment, de Bienne qui sont en feu. On parlait également, avant le début de la série, d'un duel de gardiens entre les deux meilleurs gardiens étrangers de notre championnat. Clairement, il a été remporté par Sateri, mais également par Van Pottelberg. Reste qu'il a signé un jeu blanc dans cette série lors de l'acte 2. Mais quand même... le duo de gardiens, et je me souviens qu'avant les playoffs, on était toi et moi ici sur Overtime, et on disait que ce duo de gardiens était probablement le meilleur de la Ligue, et ils l'ont prouvé face quand même à Shimon Roubets, qui a été tout feu tout flamme toute la saison, un excellent gardien, mais ça change aussi de jouer avec de la confiance, de jouer avec une équipe devant qui a de la confiance, avec des avances. Reste que Zurich n'a pas eu beaucoup d'avances à part dans le match 4. Il menait 2 buts dans le match 4. Ouais. C'est ça. Mais c'est le seul moment où Roubets a joué avec des avances, si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est juste. Donc, c'est sûr que ça complique un peu les choses, mais chapeau quand même aux deux gardiens du HC Bienne qui ont été dominants. Et ça, ce sera
également à surveiller parce que là, tu vas avoir Sateri, gardien étranger le plus dominant de la saison, on peut dire comme ça, si on se fie au jeu blanc, si on se fie aux playoffs, contre Robert Mayer, le gardien le plus dominant des playoffs. Et buteur. Et suisse. Donc, ce sera... Et Loïc nous dit, Roubets a été ordinaire dans cette série. Honnêtement... À part au match numéro 1. À part au match numéro 1, mais c'est vrai que dans les quarts de finale, sur les 4 gardiens des quarts de finale, ça a été le moins bon. Ouais. Parfaitement d'accord avec Loïc là-dessus. Ça a été le moins bon, le moins transcendant. Et d'ailleurs, son équipe s'est fait sortir en 4 matchs. On ne peut pas lui mettre sur la faute les 4 défaites, évidemment. Non, bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à voler un match. Peut-être que le seul qu'il aurait pu voler, c'est le premier, mais Sateri l'a volé également. Ouais. Donc, ça s'est joué sur un goal, un puck qu'il n'a jamais vu. Donc, voilà pour le HCBN. On va en reparler évidemment pour la finale, mais on va revenir sur la demi-finale entre Genève et Zug. Là aussi, je me souviens qu'en studio, à l'acte 1, j'ai posé comme question à Geoffrey Vauclair, parce que nous, on avait prédit une victoire en 7 matchs de Genève. J'avais dit à Geoffrey, on s'attend à une longue série. Et évidemment, on s'attendait à une longue série. Ça n'a pas été le cas. Ça a été la revanche de Genève-Servette par rapport à la finale d'il y a 2 ans. Et honnêtement, pour moi, Zug a dominé Genève peut-être une période et demie au cours de cette série. Moi, ce qui m'a impressionné avec Genève, c'est la capacité de répondre à Zug. Chaque fois que Zug a dominé, chaque fois que Zug a même marqué et a pris l'avantage, parce que c'est pas arrivé qu'une fois que Zug était devant au score, Genève a répondu en marquant. T'as l'impression que Genève, ils avaient un plan de match. De la première seconde à la dernière seconde, ils avaient un plan de match. Et quoi que faisait Zug, qu'il domine, qu'il marque, qu'il commence à jouer physique, qu'il commence à jouer plus vite, moins vite, etc. Genève, ils ont continué comme s'ils s'en fichaient de Zug en fait. Nous, on a un plan de match et même si on est dominé, on sait qu'à un moment donné, on va marquer. Ils n'avaient pas de complexe. Non, aucun. C'était vraiment, on a fini la saison régulière premier, on sait de quoi on est capable, on sait de quoi on n'est pas capable aussi, donc ça on essaye de ne pas le faire, on fait que ce qu'on est capable, et on sait qu'on va marquer 2-3 buts sur ce match. Donc tant qu'on est à égalité, ça va, et même si Zug prend un but d'avance, on sait qu'on peut en mettre 2 ou 3 derrière. Donc on continue. Et j'ai pas vu Genève changer son jeu, vraiment. Ils ont continué, même en étant dominés, ils faisaient les entrées de zone pareilles, ils se faisaient des passes pareilles, ils mettaient de la pression pareille, et c'est venu naturellement en fait. Genève, pour moi, lors de l'acte 1, sont rentrés peut-être avec... Une petite appréhension. Ouais, une petite appréhension. Ils ont changé un peu leur échec avant, leur agressivité en zone neutre. D'ailleurs, Stéphane l'avait très bien montré lors de ses analyses entre la première et la deuxième période. Ça avait payé à certaines occasions, parce qu'il y avait eu plusieurs revirements de Tanner Richard et Vincent Praplan, je crois, tout près de la ligne bleue, des revirements qui avaient mené à des bons tirs sur Giannoni. Mais sinon, parfois, on était pris sans vitesse en zone neutre, mauvaise décision, mauvaise couverture de joueurs. J'ai l'impression que c'est le seul moment où est-ce qu'on a vu Genève essayer plus de s'adapter au jeu de Zug. Et en voyant que ça ne marchait pas à 100%, on est revenu au jeu de Genève-Servette, à l'identité de Genève-Servette. Et c'est ça qui a payé. La seule défaite qu'on a eue du côté de Genève, du côté dans cette série, si c'est pas Giannoni, je suis pas certain que c'est une défaite de Genève. Giannoni, contrairement à Roubets, a été très, très fort dans cette série. Il a très peu fait d'erreurs, souvent laissé à lui seul. Je me souviens, moi j'étais au Vernet pour l'acte 3. C'était un bombardement sur Giannoni. C'était affreux, des sorties de zone ratées de Zug. Les défenseurs étaient mis sous pression, l'échec avant, ça commençait à jouer très physique. C'est l'identité de Genève-Servette et c'est l'identité que les joueurs, que cette équipe devra avoir dès l'acte 1, dès la première période, surtout qu'on est à la patinoire des Vernets pour l'acte 1. Genève va devoir jouer de la façon qui leur a donné du succès tout au long de la saison et en play-off, surtout contre Zug, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vu Genève se lancer dans la série contre Lugano, mais vraiment arriver au niveau qu'ils voulaient atteindre contre Zug. J'ai vraiment l'impression qu'on est allé chercher un step supplémentaire. Dans le chat, il est sorti le nom de Sami Vatanen. C'est vrai que Sami Vatanen a joué une très forte série. 10 points, 11 matchs de play-off. Et en demi-finale, c'est 6 points en 5 matchs, dont 3 buts.
quand il a arrêté de péter ses cannes, je ne sais pas c'est qui son fournisseur de cannes, mais quand ses cannes ont arrêté de casser... Hallucinant. Il en a cassé 3. Le premier match, il en casse 3 sur des tirs. Ouais. Deuxième match aussi, je pense. On le voit arriver à la patinoire à Zoug. Il avait 6 cannes alignées. Premier tir, elle casse. Une. On s'est regardé avec le commentateur alémanique. C'est pas possible. Mais après, les cannes l'ont tenu. Ouais. Et là, il est devenu hyper dominant. Même si Tom Ernest a peut-être pas... Je suis dur avec Tom Ernest. C'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur qui a beaucoup d'utilité, qui est utilisé beaucoup de minutes. Mais je sens quand même, en ce moment, Vatanen peut-être plus en contrôle de l'attaque que Tom Ernest, quoique ça pense à Omar, son petit coup d'œil et tout. Il est capable encore de nous sortir des jeux, mais qu'on ne voyait pas venir à la Tom Ernest. Je le sens peut-être un peu plus fatigué. Je ne sais pas si c'est mentalement, physiquement. Ou peut-être plus défensif. Peut-être plus défensif, peut-être qu'il essaie d'être un peu plus responsable. Il a une utilité incroyable, mais c'est vrai que Sami Vatanen a été le défenseur étoile de cette deuxième ronde, de cette demi-finale du côté de Genève. Linus Omark, lorsqu'il a fait son erreur, et écoute, moi, cette erreur m'a marqué, c'était lors de l'acte 1, c'est sur le but de Lino Marchini, fait un revirement à la ligne bleue, son back-check, il n'y en a juste pas. Il se laisse traîner les pieds, il se laisse glisser sur la patinoire, il n'est pas du tout impliqué dans son back-check. Genève se fait marquer, et ensuite, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il s'est dit quelque chose, dans le vestiaire, au banc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'après, on a vu un autre Linus Omark. Pas qu'il ne faisait plus d'erreurs. Linus Omark va venir toujours avec ses erreurs, avec ses bons coups, avec ses moins bons coups. Mais j'ai quand même senti un Linus Omark plus impliqué. D'ailleurs, 3 buts, 5 points dans cette série. Et là, c'est bien beau de parler des joueurs qui ont fait des points. Mais moi, je te l'ai dit aujourd'hui, pour moi, Marc-Antoine Pouliot, il y a quoi, 1 point, 2 points peut-être depuis le début des playoffs. Là. Mais pour moi, il a une importance, Marc-Antoine Pouliot. Quand on l'a jumelé avec Tanner Richard et Vincent Praplan, on a tout de suite senti une étincelle. Il amène un aspect physique. Son échec avant, son back-check. J'ai l'impression qu'il a retrouvé ses jambes d'il y a quelques années. C'est incroyable. Je le sens vraiment, lui aussi, impliqué à la tâche. Il a une importance capitale dans cette équipe-là aussi. Parce qu'en playoff, c'est bien beau les joueurs qui font des points, mais il y a aussi les héros obscurs, on va les appeler comme ça. Ceux qu'on voit peut-être moins, mais qui font tous les petits détails, qui font toute la différence aussi dans un match. Non pas par les points, mais par peut-être sauver un goal ici et là, aller faire une grosse mise en échec, changer le momentum d'un match. Et ça, Pouliot, pour moi, c'est l'un de ceux qui réalisent ce genre de jeu du côté de Genève, des genre de jeu très important. Moi, ce qui m'a marqué avec Genève, c'est avec quelle facilité ils se sont adaptés à Zoug par rapport au quart de finale contre Lugano. Lugano a joué très défensif. Lugano a laissé le puck à Genève. Et Genève qui a dû tourner autour de cette défense de Lugano. Zoug, ça a été complètement un autre jeu. Zoug a également essayé d'avoir le puck. D'ailleurs, ils ont eu des phases où ils l'ont eu, le puck, pendant quelques minutes. Ça allait beaucoup plus vite que Lugano. Il y avait plus d'impact aussi physique, plus d'impact sur la vitesse. Et Genève a quand même joué son même jeu. Et ça va être très intéressant en finale de voir contre Bienne comment les deux équipes vont évoluer, parce qu'on aura une finale avec deux équipes qui aiment avoir le puck, deux équipes qui aiment aller de l'avant, deux équipes qui aiment faire le spectacle, parce que c'est deux jeux spectaculaires. D'ailleurs, certains le disent, et beaucoup le disent chez les journalistes, que Bienne a peut-être le jeu le plus beau de la... Ouais. C'est le plus divertissant, c'est sûr. De le divertissant. Ouais. Donc on aura deux équipes qui auront envie d'avoir le puck, deux équipes qui aiment bien mettre le rythme dans un match. Alors est-ce que les deux vont jouer leur propre jeu ? Moi je partirais peut-être sur ça pour l'acte 1 et 2 et peut-être s'adapter après. Ou est-ce qu'une des deux équipes va directement dire non, mais elle s'attend à ce qu'on joue comme ça, on va jouer différemment pour surprendre. Je sais pas, mais en tout cas elle promet beaucoup cette finale de vendredi. Ça va être hyper serré. C'est deux équipes aussi qui sont capables de changer l'allure d'un match comme ça. Même si en première période il y a 2-0 Bienne, 3-0 Bienne en deuxième période, pas certain qu'on peut compter Genève comme battu dans un match, même s'il tire de l'arrière de 3 matchs. Et l'inverse est vrai aussi. Ouais. Donc, ça va être important pour les équipes, pour les deux formations, lorsqu'ils vont prendre l'avance, de tout de même maintenir la pression. Et ça, Genève l'a très bien fait contre Zoug. Lorsqu'on prenait l'avance en fin de match, au lieu de juste fermer le jeu
Et c'est souvent là qu'on se fait prendre parce qu'on encaisse plus qu'on dicte l'allure du match. Mais on a continué à mettre la pression et ça, j'aime beaucoup ce genre de mentalité de « OK, on a l'avance, jouons quand même notre style de jeu. On est capable de maintenir une avance en poursuivant notre jeu, en mettant la pression, en gardant notre identité. Et Genève l'a bien fait. Et en finale, ce sera très important pour les deux équipes de garder cette identité-là. Et avant de... Parce que j'aimerais quand même... parce que moi, j'ai de la difficulté à départager les deux équipes, à faire un pronostic entre ces deux équipes. C'est tellement serré, ça peut tellement tourner d'un côté comme de l'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de pros genevois qui nous regardent en ce moment, qui sont dans le chat, je les vois écrire. Je veux quand même votre pronostic de cette finale, que ce soit du côté de Bienne, que ce soit du côté de Genève. Je veux savoir un peu le chat tourne de quel côté. Et est-ce que vous voyez une longue série, est-ce que vous voyez une courte série? Donc, vos pronos, donnez-nous-les dans le chat. Et avant de vous lire, je vous rappelle que ce maillot de Jérôme Gauthier-Leduc est à gagner aujourd'hui. On va faire le tirage après l'émission. On veut savoir le nombre de victoires en temps réglementaire lors de la saison régulière, donc lors des 52 matchs de saison régulière du HC Ajoie lors de la saison 2022-2023. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà écrit de bonnes réponses. Donc, participez en grand nombre. On va faire un tirage au sort après l'émission. Et il y a déjà des pronostics qui ont commencé à rentrer. 4-1 Genève. 4-2 Bienne. 4-2 Bienne. 4-2 Genève. 4-2 Genève. 4-3 Genève. 4-1 Genève. Ouais. Mais est-ce que ces gens pronostiquent avec le cœur ou pronostiquent avec la tête? En même temps, Jérôme, en ce moment, j'ai l'impression que la tête dit les deux équipes peuvent gagner. Ouais. Donc, je pense qu'en ce moment, il faut y aller. Et je pense que les gens le font bien. Il faut y aller avec le cœur. Il faudrait demander aux fans de Lausannois et Fribourgeois. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que, eux, ils iront pas avec le cœur. Mais ça sera peut-être ça qui va faire gagner le titre. C'est que les joueurs ne vont peut-être pas y aller non plus qu'avec la tête. Il faut qu'ils aillent aussi avec le cœur et avec les tripes. Et ça va peut-être se jouer à ça. Je lisais dans le chat, Tom Ernest va élever le niveau pour la finale. Je pense qu'en ce moment, les joueurs, surtout que Tom Ernest a sa dernière saison à Genève, dernière saison en Suisse, ils ont en mémoire leur défaite. Moi, j'étais sur la patinoire lorsque Zug a gagné, jadis, lorsque c'était encore à huis clos. Il y avait une centaine de personnes dans la patinoire à Zug pour fêter le titre 3-0. C'était la série au meilleur des 5. Et je voyais les larmes, Omar qui était en pleurs au banc, Tom Ernest, la déception, Winnick. Ces gars-là vieillissent, ces gars-là en sont peut-être à leur... dans le cas de Tom Ernest, dernier match à Genève. Dans le cas de Winnick, ça va se poursuivre. Mais reste que ces joueurs-là ne rajeunissent pas. Ils veulent aller chercher ce titre roman, ils veulent marquer l'histoire. Ça va être la même chose du côté de Bienne. Et les joueurs vont jouer avec le cœur, vont laisser tout sur la patinoire. Et j'ai vraiment l'impression que, moi de tête, je ne peux pas vous donner de pronostic, j'ai vraiment l'impression que ces deux équipes-là sont capables. L'attaque de Genève peut se buter un Sateri un soir. Maillard, de la façon dont il a gardé les buts toutes les playoffs, il peut nous voler des matchs. Je dis nous en parlant de Genève, évidemment, mais peut voler des matchs du côté de Genève. C'est un duel de gardiens, un duel d'attaque, deux équipes avec énormément de profondeur. Ça va être une guerre de tranchées. Moi, quand je vois les 4-1, je comprends pourquoi, parce qu'on s'attendait à des longues séries en demi-finale, mais j'ai vraiment l'impression que ça va s'étirer. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais Genève ou Bienne peut très bien gagner 4-0, puis que ça fasse comme en demi-finale. Ça peut être 4 matchs serrés, mais qui tournent les 4 du même côté. Les deux équipes ont le talent pour. Voilà, les deux équipes peuvent gagner 4-0, honnêtement, mais les deux équipes peuvent aller au bout du 7e match. Et puis avoir une finalissima qui se joue sur un seul match au Vernet, et puis on est à 4-3. Ça va être incroyable, je pense, cette finale. On a un 4-2 Bienne. Il y a Quentin qui nous dit « J'ai pronostiqué avec le cœur, mais ça peut partir, en effet, dans tous les sens. » On a également ici un 4-2 Genève. On a ici, on avait un que je trouvais... Que celui qui dit la vérité se lève. c'est marrant. 4-2 Bienne. Sur les 20 derniers matchs, ils n'en ont perdu que 4. Ouais. C'est Jérémy qui nous arrive avec et juste pour info, statistique. En saison régulière, c'est 3-1 pour Genève, dont un match aux prolongations. Ouais. Mais les deux matchs au Vernet, c'est Genève qui les a gagnés 6-2 et 4-1.
Donc, Auvernais, bien, n'a pas été transcendant cette année. Est-ce que l'avantage de la glace va jouer en faveur de Genève? Honnêtement, Ça peut, hein? j'ai l'impression parce que plus la série avançait contre Zug, plus la patinoire des Vernets était remplie. Moi, j'ai vraiment l'impression là, que ce sera guichet fermé. Du moins, je l'espère, guichet fermé des deux côtés. Je suis pas inquiet du côté de Bienne. Du côté de Genève, je pense que pour une finale, ça va être rempli. Et évidemment que les spectateurs, parce que Bienne, c'est une patinoire intimidante. Genève, lorsqu'elle est pleine, elle est capable d'être également intimidante en finale. Ah, les fans auront le rôle. Là. Exactement, ça c'est sûr et certain. Il y a Nicolas qui, avec sa photo de profil, là, c'est un logo de Genève Servette. Donc on s'entend qu'il est probablement fan genevois, à moins qu'il ait perdu à Paris. Mais Ou alors il feinte. Nicolas qui nous dit « Il faut une belle finale, adviendra que pourra ». C'est vrai que tout ce qu'on Elle souhaite, sera belle. c'est une belle finale. Puis voilà, donc je sais pas, Jérôme, si toi tu veux y aller d'un pronostic, mais moi je pronostique une longue série en 6 ou en 7. Je te rejoins. Voilà. On se mouille pas, hein? Non, mais... Stéphane serait pas content. Non, Stéphane serait pas content. D'ailleurs, Steph, si tu nous écoutes. Non, mais on aura des artistes sur la glace. On aura 2 gardiens de classe mondiale, on peut le dire. On peut le dire, on aura des champions olympiques sur la glace, on a des champions du monde sur la glace, on a un vainqueur de Coupe Stanley sur la glace avec Phil Poula, on a des joueurs de NHL, on a des joueurs de KHL, ça va être génial. Franchement, ça va être génial. Et il y a Fabrice qui demande est-ce que cette finale pour le GSHC va accélérer la nouvelle patinoire? Ça, c'est du politique plus qu'autre chose. Hein. Je pense pas que des résultats vont nécessairement faire plier des politiques et des politiciens, mais... Pour la blague, s'ils sont champions Vernay, ils vont la garder, leur patinoire. Ils voudront pas changer, ça va être non? encore plus mythique. Il n'y aura plus juste les escaliers extérieurs là, de mythique, mais ce sera également le titre au Vernay. Jérôme, avant qu'on se quitte, parce qu'évidemment, là, on a beaucoup discuté des demi-finales et de la série de barrages au cours de cette émission, on a quand même reçu 2 questions concernant Fribourg-Gotteron et comme on vous demande de nous poser vos questions avant l'émission, on va quand même les prendre, ces 2 questions. Donc, on va terminer là-dessus, Jérôme. Et d'ailleurs, la première question, elle a évidemment beaucoup de sens niveau timing parce que la semaine dernière, Fribourg-Gotteron a annoncé la signature de Patrick Aymon comme adjoint à Christian Dubé. Et Gilles nous demande sur Instagram, nous a demandé sur Instagram, est-ce que c'est une bonne pioche, Pat Aymon, dans ce rôle du côté de Fribourg-Gotteron? Qu'est-ce que tu en penses? Alors écoute, quand j'ai vu l'information que Pat Aymon avait été engagé comme assistant de Christian Dubé, je me suis tout de suite dit, il y a Fribourg qui prépare la transition. La fin de saison de Fribourg a été compliquée avec Christian Dubé à la bande. Christian Dubé va commencer la saison prochaine à la tête de Fribourg. Si ça se passe pas bien, il y a de fortes chances que Christian Dubé dise ok, je prends que la casquette de directeur sportif, comme a fait John Foust à Lausanne. Et j'ai à côté de moi Pat Aymon, qui a été numéro 1 comme coach à Genève, qui sait ce que c'est la National League, et qui va prendre cette équipe, mais qui va pas arriver comme ça au milieu de la saison. Il aura fait toute la préparation estivale, il aura fait le début du championnat, il connaîtra les joueurs, il connaîtra le système mis en place, il connaîtra tout, il connaîtra le vestiaire, il sera connu du vestiaire également. Et puis, si ça se passe bien avec Christian Dubé, on sait que Christian Dubé va partir un jour de la tête de Fribourg. Est-ce que ça ne serait pas une année de transition ? Christian Dubé toute l'année à Fribourg, et puis à la fin de la saison prochaine, il laisse la place à Pat Aymon. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais quand j'ai vu la signature de Pat Aymon, je me suis dit on prépare la transition à Fribourg. Moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une transition. Honnêtement, je pense que préparer l'avenir, quelque chose comme ça, quoi. Je pense que c'est une très bonne pioche pour répondre à la question de Gilles, parce que Pat Aymon est un entraîneur d'expérience qui a connu du succès dans le rôle d'adjoint, qui a également connu du succès comme entraîneur-chef. Qui connaît bien la ligue, qui connaît bien les joueurs. Donc, Christian Dubé s'entoure d'expérience derrière le banc. 100% une bonne pioche pour moi. Et c'est très agréable de le revoir également dans la ligue parce que c'est difficile d'avoir une place dans cette ligue. C'est difficile d'y rester. C'est difficile d'y revenir. On a beaucoup de bons entraîneurs disponibles en ce moment
qui rêveraient d'avoir un poste derrière un banc, mais il n'en pleut pas des jobs du genre. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Patrick Aymon. Moi, je me suis pas dit on prépare la transition ou l'avenir du côté de Fribourg. Je me suis plutôt dit, si jamais, après 20 matchs ou à la mi-saison, Fribourg n'est pas dans le top 6 ou est plus près de la fin de saison que des playoffs, ben peut-être que pour sauver l'un de ces deux emplois, Christian Dubé va décider, et là évidemment c'est des si, mais peut-être qu'il va décider de quitter le poste d'entraîneur-chef. Et là, l'intérim va directement à Patrick Aymon qui a cette expérience d'entraîneur-chef. Je ne pense pas qu'on a engagé Pat Aymon pour l'avenir de Fribourg-Gotteron. Je pense que pour les 2 prochaines années, on le voit dans le poste d'assistant coach. Je pense que c'est comme ça que Christian Dubé a dû le vendre à ses patrons. Mais reste quand même que c'est une police d'assurance au cas où ça se passe mal. Et si le CA de Fribourg ou si Christian Dubé décide de se retirer lui-même la casquette d'entraîneur-chef, ben au moins il sait qu'il a déjà un coach, un peu comme tu disais, qui connaît l'équipe, qui est prêt à prendre le rôle pour une courte période, une moyenne période. Et moi, je m'assume, je l'ai dit à la fin de la saison de Fribourg-Gotteron sur Overtime, j'ai dit à mon couvert, pour moi, le statu quo était inacceptable du côté de Fribourg, dans les situations qu'on connaissait, dans la fin de saison qu'on avait vécue. Oui, c'est un changement. Pour moi, je m'attendais à plus. J'espérais plus lorsque je disais ça. Voyons voir. Je vais donner le bénéfice du doute à cette décision de Christian Dubé et à ce retour de Pat Aymon derrière un banc de National League. Mais je vais peut-être être moins patient si le début de saison se passe mal du côté de Fribourg, vu le seul changement qui a été fait du côté du coaching staff, de la direction de l'équipe, c'est celui-là, alors qu'il y avait des soucis dans le vestiaire, de communication avec Christian Dubé, tout ça. Donc, à voir quand même le début de saison, mais je pense, pour répondre à Gilles, pour revenir sur la question de départ, je pense que c'est une très bonne pioche de Fribourg-Gotteron. Et la dernière question qu'on avait, et c'est là-dessus qu'on va mettre fin également à cette émission, c'est une question d'Alain sur Instagram également qui nous demande est-ce que Fribourg devrait engager un gardien étranger pour utiliser la dernière licence au cas où Reto Berra se reblesse ou qu'il ne réatteigne pas le niveau de compétitivité qu'il avait. Rappelons qu'il a été opéré là, pour une hernie discale, je crois, Reto Berra, cette saison, longue absence. Je trouve cette question intéressante parce que c'est le genre de question que je pense qu'on va poser à Berne. On va poser toutes les équipes qui ont 2 gardiens suisses. On va se poser la question. Peut-être moins à Genève parce que les 2 gardiens sont de niveau premier gardien. Moi, j'ai vraiment l'impression que si on va chercher un gardien étranger, ce sera peut-être en 7e licence étrangère. On a besoin des 6 joueurs étrangers de champ, là, 6, que ce soit 4 attaquants, 2 défenseurs. C'est là-dessus qu'on va y aller. Mais peut-être comme encore là, une police d'assurance d'avoir un gardien de but au cas où. Puis ensuite, tu l'utilises, tu fais un roulement, tu le laisses dans les gradins un soir pour avoir tes 6 étrangers, puis l'autre soir, pour donner un repos à Berra, ben, tu utilises 5 étrangers. C'est peut-être comme ça qu'on va décider d'y aller, mais je pense que ça va être plus la patience qu'autre chose qui va dicter tout ça. Je pense qu'on va partir avec 2 gardiens suisses. C'est mon impression. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... Si tu prends un gardien étranger dès le début de la saison, tu dois partir sur un tournus. Je me mets à la place d'un gardien étranger, on m'appelle, on me dit écoute, t'as envie de venir jouer à Fribourg au cas où Reto Berra se blesse ou au cas où il est fatigué, mais s'il se blesse pas puis s'il est pas fatigué, tu joues pas de match, t'es en tribune une année. Moi je viens pas. Hein. Pour ça je viens pas. Ben, ce sera pas des gardiens comme Roubets et comme Sateri que voilà. tu vas tirer. Donc, si tu prends un gardien étranger dès le début de la saison, ça veut dire que tu fais un tournus entre tes 2 gardiens, comme Desclous et Mayer. Et comme ils auraient dû faire à bien entre Van Pottelberg et Sateri, mais ils l'ont quand même un peu fait avec Simon Ritz et Sateri. Donc, tu dois faire un tournus. Ça serait une solution. La deuxième solution, c'est de commencer avec 2 Suisses et t'attends de voir ce que fait Reto Berra. Et pourquoi pas aller chercher un gardien étranger au mois de novembre ou au mois de décembre. Coûte moins cher. Soit si Reto Berra ne livre pas la marchandise, soit, même si Reto Berra est bon,
eh ben, avoir quelqu'un parce que t'as pas les résultats qui suivent. Et là, tu auras un gardien qui sera un petit peu moins cher. On a vu avec Lausanne, ça a bien marché avec Lauri Kainen, qui a fait et pourtant, d'excellents matchs. Sans vouloir manquer de respect à Lauri Kainen, c'est pas un Roubets, c'est pas un Sateri. Et il a livré la marchandise. Exactement, donc, il a insufflé un vent nouveau également devant la cage et à ses coéquipiers. Puis ça a marché, ça a collé. Moi aussi, je pense que c'est la patience et on va essayer peut-être de reproduire ça éventuellement du côté de Fribourg, un peu comme l'a fait Lausanne. Après, est-ce que si tu engages un gardien étranger en début de saison, puis que tu dis à Reto Berra, il y aura un tournus, est-ce que tu le perds? Est-ce que tu le perds pas? Je ne sais pas non plus quel est le contrat de Reto Berra à Fribourg. Est-ce qu'il a l'exclusivité des matchs, pas des matchs? Est-ce qu'il y a un tournus possible? Ça, on n'en sait rien. Moi, je pense qu'en vieillissant, on doit aussi penser à le reposer un peu. Ouais. Parce que les soucis de santé vont que augmenter. Pour un gardien, habituellement, plus il vieillit, plus les soucis de santé arrivent. Après, tu prends le risque. Si tu es un gardien étranger, tu prends le risque comme à Bienne. C'est que tu as une équipe quand Sateri joue, puis tu as une autre équipe quand Van Pottelberg joue. Parce que quand Van Pottelberg joue, tu dois mettre Riley Sheehan sur la glace. Donc ça modifie tes 3e et 4e blocs. À voir si Fribourg est prêt à faire ça ou non. C'est de la musique d'avenir. Ce sera très intéressant à suivre, évidemment, cet été. Jérôme, merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure avec nous sur cet overtime. Toujours un plaisir d'être ici. Et évidemment, on se réjouit de suivre la finale qui va commencer ce vendredi 14 avril. J'allais dire 14 août, là, je suis quelques mois en avance. 14 avril, donc vendredi. Tu seras sur place comme reporter pour l'acte 1. Oui. Et évidemment, tout ça sera à suivre en live sur MySports 1. On s'occupera des studios. Ce sera également diffusé en intégralité sur l'Aimant Bleu. Donc, toute la finale sera disponible sur l'Aimant Bleu et sur MySports 1. Également, demain, il n'y a pas d'acte 7. Il n'y aura pas eu d'acte 7 finalement dans les 2 premières rondes de playoff. Non. 0 acte 7. On va faire un talk, c'est moi qui vais animer demain avec Stéphane Rochette et nos invités, comme on avait fait lors de la première ronde. Donc, un 45 minutes pour revenir sur ces séries demi-finales, revenir sur le barrage et également sur la grande finale romande entre Genève et Bienne. Ce sera sur MySports 1 dès 19h30. Donc, ce sont les rendez-vous qui seront à voir à la télé. Sinon, sur Overtime, on va se retrouver la semaine prochaine. Ça va durer, je crois, jusqu'au 2 mai là, qu'on a des émissions de prévues. Donc, sur Overtime pour évidemment parler de la finale, revenir sur toute la saison régulière. Donc, il y a plusieurs rendez-vous encore de hockey sur MySports et sur nos réseaux sociaux d'ici la fin de la saison. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre dans le chat. Tout près de 200 commentaires. Toujours un plaisir de vous lire, d'interagir avec vous. Merci de nous suivre semaine après semaine. Et tout ça est à voir, évidemment, et à écouter sur nos différentes plateformes que je ne renommerai pas parce qu'on le fait chaque semaine. Mais abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Voilà, et on fait le tirage dans quelques instants, quelques minutes de ce magnifique maillot. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre. Voilà, Jérôme, j'ai fait tous mes messages. On peut maintenant aller dîner. Merci encore pour cette heure. Merci à tous. Bon après-midi, bye bye. Bonne fin de journée, bye bye.